Le 24 décembre, à 10 à 8h30, je me suis retrouvée devant leur porte avec une petite valise bleue que j'avais sortie du grenier le matin même. J'avais préparé quelques biscuits sablés, une écharpe tricotée pour Léa et un vieux flacon de parfum que la mère d'Henri m'avait donné le premier Noël où j'avais été acceptée dans la famille. J'étais essoufflée pas à cause des escaliers, mais parce que j'avais marché plus vite que d'habitude, pressée par l'idée absurde qu'il pourrait s'inquiéter si j'arrivais en retard. Je me trompais sur toute la ligne. Quand j'ai sonné, quelques notes de musique de Noël m'ont traversé la porte. J'ai entendu du mouvement, des rires d'enfants, puis la voix de Claire, sèche comme une craie cassée. La porte s'est entrebâillée brusquement. Elle s'est tenue là, éclairée par la guirlande du couloir, les bras croisés, les lèvres pincées. Et avant même de me dire bonjour, elle a prononcé la phrase qui a fendu ma vie en deux. « Denise, tu ne rentres pas. On n'a pas de place pour toi cette année. Pas de place. » Pour moi, le soir de Noël, je suis restée muette. Je croyais avoir mal entendu. Je regardais ses lèvres comme pour vérifier si elle venait vraiment d'articuler ces mots. Elle a soupiré, agacée. Elle a poussé quelque chose du pied ma valise, qu'elle avait repéré dans mes mains, et elle l'a attrapée presque avec dégoût. « Tiens, on t'avait dit de rester chez toi. Pourquoi tu es venue ?» Je n'ai pas su répondre. Mes doigts s'étaient refermés sur la poignée du sac où j'avais mis les biscuits. Je sentais la chaleur de la boîte à travers le tissu, comme si mes mains cherchaient une preuve que ce Noël existait encore pour quelqu'un. Derrière elle, j'ai aperçu la table dressée, les verres alignés, les assiettes blanches, le sapin lumineux. J'ai même entrevu Léa courir avec un bonnet rouge, suivie par Antoine qui riait aux éclats. La vie continuait, sans moi. Puis Thomas est apparu derrière Claire. Son visage avait cette expression que je ne supportais plus. Embarrassé, fuyant, comme un homme qui sait qu'il laisse faire quelque chose d'injuste, mais qui n'a pas le courage d'intervenir. « Maman, tu aurais dû nous appeler avant de venir. » Avant de venir ? Mais il m'avait invité, début décembre. J'avais encore le message. « Maman, tu viens le 24 ? On fait simple, mais ça nous ferait plaisir. » J'ai cligné des yeux, désorientée. « Thomas, j'ai reçu ton message. » « Oui, mais les choses ont changé. Ce n'est plus possible ce soir. » Claire fit claquer sa langue. « On te l'a dit hier par téléphone. Ce n'est plus la peine de venir. » C'était clair, non ? Cette phrase, je ne l'ai jamais reçue. Pas un appel, pas un message. Rien. Elle mentait. Et Thomas la laissait mentir. Je sentis ma gorge se serrer. La honte montait en moi comme une vague glacée. J'étais une vieille femme, plantée là, dans l'entrée de la maison où j'avais fêté tous les Noëls de ma vie d'adulte, réduite à une invitée indésirable. Claire m'a tendu ma valise avec un geste sec. « Tiens, on doit se dépêcher. Les autres arrivent. Bonne soirée, Denise. Bonne soirée. » Ils m'ont mise dehors avec une valise et un souhait de bonne soirée. Le pire n'a pas été la phrase, ni la porte refermée, ni même les enfants derrière qui ne comprenaient rien. Le pire a été ce moment où Thomas, mon fils unique, a posé sa main sur le bras de Claire et a murmuré « Laisse tomber. Elle comprendra, comme si l'humiliation était une leçon que je devais apprendre, comme si être rejeté était logique, normal, attendu. Ils n'ont même pas attendu que je parte. La porte s'est refermée devant moi. J'ai entendu la clé tourner 2 fois, comme si on voulait m'empêcher de revenir. Dans la rue froide, la neige commençait à tomber. Les flocons se posaient sur mes cheveux, sur mon manteau, sur la valise que je tenais comme un trophée de misère. Je n'ai pas pleuré. Pas tout de suite. J'ai fait quelques pas, tremblante, puis je me suis arrêtée sous un réverbère. La lumière jaune éclairait la vapeur de mon souffle. J'étais seule, le 24 décembre, à 19h, avec une valise et un vide immense dans la poitrine. Mais au milieu de ce vide, une pensée a surgi, nette, tranchante, presque froide. Un jour, cette valise sortira de cette maison, mais ce ne sera pas moi qui la tiendrai. Ce soir-là, dans la neige, j'ai compris que je venais de perdre ma place dans leur vie. Mais je ne savais pas encore qu'une autre place s'ouvrait, celle d'une femme qui allait reprendre son prénom, sa dignité et son avenir. Et ce qu'ils m'avaient fait, j'allais le leur rendre, pas avec colère, pas avec cris, mais avec un testament qu'ils n'oublieraient jamais. La vie d'avant,
ce que j'ai donné, ce qu'ils ont oublié. Assise sur ce banc glacé, la valise à mes pieds, j'ai senti mes pensées glisser vers des années lointaines, celles où Noël n'avait rien à voir avec la solitude, où tout était encore simple, presque lumineux. La mémoire parfois est cruelle. Elle vient vous rappeler ce que vous avez perdu au moment même où on vous arrache ce qu'il vous reste. Je me suis revue jeune femme, à 24 ans, quand j'ai rencontré Henri. C'était dans une librairie de Lyon, un samedi de printemps où les magnolias fleurissaient. Il cherchait un livre de Victor Hugo, L'homme qui rit. Je n'arrivais pas à attraper un recueil de Colette placé trop haut. Il m'avait dit, en souriant, « Laissez, je suis grand, je vais vous le prendre. » Et il avait ajouté, « En revanche, je ne sais pas si je vais réussir à vous oublier. » J'avais rougi. J'étais timide, réservée, presque maladroite. Il était solaire, chaleureux, drôle sans être bavard, délicat sans être fragile. Ce jour-là, j'ai compris ce que c'était qu'être choisi. Nous nous sommes mariés 1 an plus tard. Un mariage simple, sans luxe, mais rempli de sourires véritables. Henri m'a offert une maison avant même de pouvoir l'acheter totalement. C'est notre point de départ, disait-il. Il aimait y faire entrer la lumière, et moi j'aimais y faire entrer les odeurs. La soupe du dimanche, le café du matin, la brioche que je faisais lever près du radiateur. Puis Thomas est né. Je n'oublierai jamais son premier cri, un cri mince, presque timide, comme s'il s'excusait déjà de prendre de la place. J'avais l'impression de tenir l'univers entier dans mes bras. Je me suis consacrée à lui, corps et âme. J'ai arrêté de travailler pour être présente à chaque étape. Ses premiers pas, ses premiers mots, ses chutes dans le jardin, ses cahiers d'école que je signais avec une fierté presque maladroite. Henri disait toujours, « Nos enfants, on ne les élève pas pour nous, on les prépare pour le monde. » Mais moi, je les aimais pour nous, pour notre histoire, pour la famille que je rêvais de construire comme une table solide, où chacun aurait sa place, où personne ne serait laissé dehors. Les années ont passé. Henri est tombé malade trop tôt. Un cancer discret mais féroce, celui qui ne s'annonce pas, qui dévore dans l'ombre. J'ai dormi des semaines entières sur un fauteuil d'hôpital, la main posée sur la sienne. Il m'a dit, peu avant de partir, « Denise, prends soin de toi et fais confiance à Thomas. Il saura te protéger. » C'était sa dernière erreur. Quand il est mort, la maison s'est vidée d'un souffle entier. Je suis restée seule dans ce silence inhabituel, un silence qui n'avait pas encore appris à être doux. Mais j'avais Thomas, et je croyais qu'un enfant, même devenu homme, ne cesse jamais vraiment de tendre la main à sa mère. Je l'ai aidé quand il s'est installé à Grenoble. J'ai donné une partie de mes économies pour la caution de son premier appartement. J'ai gardé ses enfants chaque été, chaque Toussaint, chaque fois qu'il fallait un coup de main. Je cuisinais pour eux, je réparais leurs vêtements, je remplissais leur frigo quand ils partaient en vacances. Et puis, Claire est entrée dans sa vie. Elle était belle, brillante, très sûre d'elle, trop peu être. Au début, j'ai voulu y croire. Je me disais qu'elle serait la compagne qu'il fallait à mon fils, énergique où il était hésitant, ambitieuse où il manquait de confiance. Mais très vite, j'ai senti quelque chose se déplacer. Une frontière invisible. Une place qu'on me retirait sans le dire. Les repas où elle me servait la dernière. Les gestes où elle prenait le bras de Thomas comme pour le retenir. Les phrases anodines mais tranchantes. « Laisse, je m'en occupe. Tu ne comprends pas, Denise. On a nos habitudes. Ce n'est plus comme avant. » Elle disait « on ». Elle disait « notre famille ». Et dans ces mots-là, je n'étais plus incluse. Au fil du temps, les invitations se sont faites plus rares. Les appels plus courts. Les visites plus froides. Le salon où trônait autrefois une photo de moi avec Henri n'exposait plus que leurs portraits de vacances en Toscane ou à Marrakech. Je devenais une silhouette, un souvenir, une vieille femme que l'on convoque par politesse, pas par amour. Mais jamais je n'aurais imaginé ce qui s'est produit le 24 décembre. Une mise à l'écart si brutale, si totale, si cruelle, que même les années ne pourront jamais l'effacer complètement. Et pourtant, dans cette violence, une certitude s'est imposée. Si je voulais reprendre ma place, il ne fallait plus attendre qu'on me la rende. Il fallait que je la construise moi-même, à ma manière, avec mes armes, la loi, la mémoire et la vérité. Ce soir-là, avec la neige dans les cheveux et la honte dans la gorge, j'ai compris que ma vie d'avant,
celle où je donnais sans compter, était terminée. La Denise docile était morte dans la neige, et une autre Denise allait naître dans l'ombre. Les petites humiliations que l'on avale avant de comprendre qu'elles nous étouffent. Quand je repense à cette histoire, je me rends compte que ce 24 décembre n'a pas été une rupture soudaine. Non. C'était le dernier coup de ciseau dans une corde qui s'effilochait depuis des années. Mais quand on aime, on ne voit pas les fils se rompre. On tient, on recoud, on espère. Et un jour, on tombe. Tout a commencé par de petites choses. Des détails minuscules, presque invisibles, mais qui piquent comme des épingles fines. Le premier signe, je crois, c'était la table du dimanche. Pendant des années, ma place était près de la fenêtre, à gauche de Thomas. Je voyais le jardin, le cerisier que nous avions planté ensemble pour ses 5 ans, et la lumière du midi qui transformait leur cuisine en un tableau vivant. Puis un jour, Claire a dit « On a changé un peu la disposition. Ça fera plus moderne. » Ma chaise avait disparu. Un tabouret haut l'avait remplacé impossible pour mes genoux de 80 ans. J'ai senti mon visage chauffer, mais j'ai ri doucement pour cacher ma gêne. Je vais m'asseoir ici alors. Oui, voilà. Ce sera plus simple. Plus simple. Ce mot est devenu un refrain. Un mur, une justification. Il revenait souvent, quand elle changeait les horaires sans me prévenir. Quand elle décidait de ce que je devais ou ne devais pas manger. Quand elle répondait à ma place. Quand elle corrigeait mes gestes comme si j'étais une élève maladroite. Puis il y eut les photos. Sur le buffet, autrefois, il y avait un cadre de moi tenant Léa dans les bras, quelques jours après sa naissance. Un jour, le cadre avait disparu. Je n'avais rien dit. Je me suis dit qu'elle faisait de la place pour d'autres photos. Puis ce fut le grand cadre dans le salon, celui de Thomas et moi à son mariage, remplacé par une photo d'eux trois sur une plage italienne. J'ai remarqué que plus leur maison se modernisait, plus j'en étais effacée. Un autre signe? Les cadeaux. Je me souviens d'un Noël où j'avais offert à Claire une étole en soie que j'avais gardée de nombreuses années. Elle l'a sortie du papier, l'a regardée 5 secondes, puis l'a posée sur le canapé sans un mot. Plus tard, j'ai entendu Léa demander « Tu l'aimes pas, maman ?» et Claire répondre, sans même chuchoter « Ce n'est pas mon style. Elle garde toujours des choses trop vieilles. » J'ai eu un pincement au cœur, mais j'avais souri pour ne pas troubler l'ambiance. Ensuite vinrent les conversations hésitantes, les phrases suspendues qui font plus mal qu'un cri. Un jour, alors que j'essuyais les verres après le déjeuner, Claire a murmuré à Thomas, pensant que je n'entendais pas. « Il faudra qu'on pense à une solution pour ta mère. On ne pourra pas continuer comme ça. »« Comme ça comment ?» avait-il demandé. « Elle ne suit plus. Elle ralentit tout. Les enfants posent trop de questions. Ce n'est plus pratique. » Ce mot-là, pratique. Je me suis demandé depuis quand une mère devait être pratique pour mériter une place. Plus tard, il y eut les invitations manquées. « Oh, désolée Denise, on a oublié de te prévenir. On était tellement pris par la rentrée. Les enfants étaient fatigués, tu comprends. On a décidé au dernier moment. Ce n'était qu'un dîner, rien d'important. Rien d'important. » J'ai commencé à me sentir comme un vieux pull. On le garde parce qu'il a une histoire, mais on ne le porte plus parce qu'il dérange l'ensemble. Un vendredi soir, je suis passée sans prévenir, avec une tarte aux pommes toute chaude, la préférée de Thomas. Je voulais faire une surprise aux enfants. Claire a ouvert la porte une fente, juste assez pour glisser sa tête. « Oh, Denise. Ce soir, ce n'est pas possible. On dîne avec des amis. Et puis, la maison est un peu en désordre. Je ne dérangerai pas. Justement. On veut être tranquille, tu vois. » Elle a pris la tarte, a fermé la porte en disant « Merci quand même. Je te rappellerai demain. » Elle ne m'a jamais rappelé. Le lendemain, j'ai vu une photo sur Instagram. La tarte trônait au milieu de la table, avec la légende « Petite soirée parfaite entre amis. » J'ai compris, ce soir-là, que je n'étais plus invitée dans les moments heureux. Seulement dans ceux où il fallait garder les enfants, dépanner, combler une absence, rassurer une conscience. Puis il y a eu l'épisode de la clé. Pendant 20 ans, j'avais une clé de leur maison. C'était naturel, une marque de confiance. Un jour, la serrure avait été changée. Sans prévenir, Claire avait expliqué. « Oh, c'est rien. Une mise à jour. On donnera les nouvelles clés plus tard. » Elles ne sont jamais venues. Je voyais la porte se refermer sur moi, au propre comme au figuré. Les dimanches suivants,
Claire m'installait discrètement dans un coin de la pièce, entre le radiateur et le buffet, un endroit où je gênais moins. Elle me servait la soupe tiède, me parlait comme si j'étais fragile, ralentie, détachée du réel. Elle disait souvent « À ton âge, c'est normal d'être un peu perdu » ou « On va t'aider à organiser ta vie, organiser ma vie », comme si j'étais devenue un dossier administratif. Mais je n'ai rien dit, parce qu'on ne veut pas perdre son fils, parce qu'on accepte de devenir petite pour que leur vie reste grande, parce que la peur de déranger devient plus lourde que la douleur d'exister moins. J'ai avalé chaque humiliation comme un cachet amer, jusqu'au jour où ils ont décidé qu'une valise serait plus utile qu'une chaise, et que ma place, désormais, était dehors. Ce jour-là, la dernière maille de ma patience s'est rompue. Ce moment précis où l'on cesse d'être une mère et où l'on devient un obstacle. On dit que les trahisons arrivent en un instant, comme des éclairs. C'est faux. Elles couvent longtemps. Elles avancent doucement, masquées sous le quotidien, jusqu'au jour où elles décident de sortir leur vrai visage. Pour moi, ce jour-là fut le 20 décembre, 4 jours avant Noël. Tragiquement banal. J'étais venue garder les enfants, comme souvent, car Claire avait une réunion tardive et Thomas, un déplacement imprévu. J'aimais ces moments-là. Léa me racontait l'école, Antoine me montrait ses dessins. Il me faisait sentir vivante, utile, encore un peu nécessaire. Vers 10 à 9 heures, j'ai préparé leur chocolat chaud en attendant que les parents rentrent. Quand j'ai entendu la clé tourner dans la serrure, mon cœur s'est légèrement réchauffé. Je suis ainsi faite. J'espère toujours, même contre tout bon sens. Claire est entrée la première. Son manteau encore sur les épaules, son sac encore ouvert, elle m'a regardé comme si je n'étais qu'un meuble mal placé. « Oh, tu es encore là ?» Cette phrase m'a transpercée. Encore là, comme si ma présence était une erreur de planning. « Oui, j'attendais que vous rentriez pour partir. » ai-je répondu doucement. Elle n'a pas répondu. Elle a posé son sac, puis elle a ouvert un tiroir du buffet, un tiroir qu'elle ne touchait jamais en ma présence. Elle a fouillé nerveusement, comme quelqu'un qui cherche une preuve. Puis elle a sorti une enveloppe Kraft, gonflée, prête depuis plusieurs jours. Je ne comprenais pas encore. Thomas est arrivé quelques minutes plus tard. Il avait l'air sombre, presque gêné. Il n'osait pas me regarder dans les yeux. « Maman, il faut qu'on parle. » Ces mots, prononcés avec cette voix-là, je m'en souviendrai toute ma vie. J'ai senti quelque chose se serrer dans ma poitrine. Claire s'est mise à côté de lui, comme une avocate prête à attaquer. « On a réfléchi, Denise, » dit-elle d'un ton presque administratif. « À quoi ? À ta situation, ma situation. » Comme si j'étais un dossier dont on discute en réunion. Thomas inspira profondément. « On trouve que tu te fatigues trop, que tu fais trop d'allers-retours, que tu refuses de simplifier. Simplifier. Encore ce mot. » Claire a pris le relais. « Donc on a pensé à une solution pour Noël. Tu resteras chez toi. C'est plus simple pour tout le monde. Les enfants sont agités, tu comprends ? » Je ne comprenais pas. Ou plutôt si, mais la violence de cette solution dépassait mes capacités d'analyse. Je suis restée droite, digne, même si mon ventre se nouait. « Mais, on avait prévu de le passer ensemble, » ai-je murmuré. « On change de programme, » coupa Claire sèchement. Puis elle posa l'enveloppe Kraft sur la table. « Et on t'a préparé ça pour t'aider à t'organiser. » J'ai ouvert l'enveloppe, mes doigts tremblaient un peu. À l'intérieur, il y avait une fiche récapitulative de mes dépenses mensuelles, une liste de suggestions pour les personnes âgées seules, une brochure sur les aides à domicile et surtout, une proposition d'hébergement temporaire dans une résidence senior pour la semaine du 24 au 30 et 1 décembre. Je croyais rêver. Ou mourir. Je ne sais pas. « C'est pour ton bien », ajouta Claire, un sourire coincé sur les lèvres. Un sourire victorieux. Thomas, lui, n'osait plus lever les yeux. Je me suis sentie fléchir. Une seconde. Juste une. On ne tombe pas d'un coup. On cède en silence. Mais j'ai redressé la tête. Ce qu'ils attendaient, c'était une résignation douce. Un oui de plus. Une acceptation de trop. J'ai refermé doucement l'enveloppe. J'ai posé mes mains dessus. Je vois. Claire sourit, croyant que tout était réglé. Elle croyait que son plan avait enfin abouti. Me mettre sur le côté, poliment, proprement, sans scandale. Une élimination feutrée.
Mais c'est là, dans ce moment de solitude absolue, que quelque chose en moi s'est cristallisé. Un noyau, une volonté, un refus. J'ai rassemblé mes affaires. J'ai embrassé les enfants sans leur montrer la brûlure dans ma gorge. Puis, avant de partir, j'ai regardé Thomas dans les yeux. Longuement, jusqu'à ce qu'il détourne le regard. Je ne suis pas un problème à régler, ai-je dit doucement. Je suis ta mère. Il est resté muet. Claire a levé les yeux au ciel. Je suis sortie, la tête haute, mais avec une déchirure dans la poitrine. En descendant les escaliers, j'ai murmuré pour moi-même. Il croit décider de ma place. C'est moi qui vais décider de la leur. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai ouvert mon carnet vert. J'ai écrit en lettres serrées. Aujourd'hui, ils ont essayé de m'effacer. Demain, je vais réapparaître. Et je ne savais pas encore que cette réapparition prendrait la forme d'un testament qui changerait tout. La nuit où j'ai compris que j'étais devenue étrangère dans ma propre famille. Il y a des soirs qui marquent au fer rouge. Le 20 décembre en faisait partie. En rentrant chez moi, la brochure de la résidence senior et la fameuse enveloppe Kraft glissaient dans mon manteau, j'ai eu la sensation d'être une ombre qui traverse sa propre maison. Chaque meuble me regardait comme pour vérifier si j'existais encore. Chaque mur semblait plus froid, plus distant, comme si le rejet des autres avait contaminé jusque-là mes murs à moi. Je me suis assise dans la cuisine, l'endroit où j'avais partagé tant de repas, tant de rires, tant de petites joies simples. Ce soir-là, le silence me semblait un gouffre, un silence qui n'abritait rien, sauf la honte. J'ai sorti l'enveloppe, je l'ai ouverte encore une fois, et j'ai étalé les documents sur la table. Un tableau clinique de ma vie, comme si j'étais déjà une personne dépendante, incapable, encombrante. Une liste froide, méthodique, presque chirurgicale. À mesure que je lisais, une phrase me revenait en tête. Ce n'est plus possible que tu viennes à Noël. Ce n'était pas seulement une mise à l'écart. C'était une sentence. Une manière de me dire que j'étais devenue une variable qu'on pouvait effacer pour simplifier l'équation familiale. Je crois que c'est à ce moment-là que la première larme est tombée. Une larme lourde, lente, qui brûlait. Ce n'était pas la tristesse. C'était la lucidité. La lucidité d'une femme qui réalise que ce qu'elle appelait famille n'était peu, être qu'une habitude. La lucidité de comprendre que l'amour ne protège pas toujours. La lucidité brutale d'admettre que l'on peut être trahi doucement, par petites couches, par ceux-là même à qui l'on a donné le plus. Cette nuit-là, je n'ai pas dormi. J'ai erré dans ma maison comme un fantôme, effleurant les objets qui contenaient encore la présence d'Henri. Sa pipe dans le tiroir du salon, la vieille horloge qu'il réparait chaque hiver, les livres qu'il annotait au crayon, délicatement, pour ne pas abîmer les pages. Je lui ai parlé, à voix haute, comme s'il était là. « Henri, qu'est-ce qu'ils font? Tu me dirais quoi, toi? Que je dois comprendre? Que je dois pardonner? Ou que je dois me défendre ?» Le vent dehors s'est levé, et la maison a gémi doucement, comme pour répondre. Mais je ne comprenais pas encore la réponse. Vers 3 heures du matin, je me suis assise à mon bureau. J'ai ouvert mon vieux carnet vert, celui dans lequel Henri me disait toujours d'écrire pour laisser une trace de soi. Je me suis mise à écrire. Pas des phrases bien construites, pas des pensées ordonnées. Des mots jetés comme un cri que je refusais de laisser sortir autrement. Ils ont décidé pour moi. Ils ont décidé à ma place. Ils pensent que je suis un poids. Ils pensent que l'âge retire les droits. Ils pensent que je me laisserai faire. Un détrec. Puis, au milieu de ces lignes tremblées, une autre phrase s'est écrite presque toute seule, comme si ma main avait décidé avant mon esprit. Demain, je vais apprendre la loi. J'ai senti un frisson me traverser. Un frisson doux, presque apaisant. Le frisson de quelqu'un qui retrouve une arme après l'avoir perdue. À 4h30 du matin, j'ai allumé la lumière du salon et j'ai ouvert un tiroir où je gardais les papiers essentiels, le livret de famille, les actes de propriété, les comptes, les anciens échanges d'assurance, les documents de la succession d'Henri. Je me suis plongée dedans comme si ma vie en dépendait. Et, quelque part, c'était vrai. C'est là que j'ai découvert que beaucoup de choses avaient été faites sans moi. Pas illégalement, mais dans mon dos. Thomas avait pris l'habitude de gérer certaines démarches pour m'aider. Certaines adresses avaient été modifiées sans que j'en sois informée. Certaines autorisations avaient été données avec une signature que j'avais faite trop vite, trop confiante, trop naïve,
En relisant tout cela, une phrase a traversé mon esprit comme une lame. On ne m'enlève pas ce que je possède. On m'enlève ce que je suis, et je n'allais pas l'accepter. À 6 heures du matin, le jour commençait à peine à poindre. Une lumière pâle glissait sur les rideaux. Je me suis habillée lentement, méthodiquement, comme quelqu'un qui s'équipe pour un combat silencieux. J'ai rangé tous les documents dans une grande pochette blanche. J'ai glissé mon carnet vert dans mon sac, puis j'ai pris mon manteau. Je me suis regardée une dernière fois dans le miroir de l'entrée. Je n'ai pas vu une vieille femme diminuée. Je n'ai pas vu une mère rejetée. Je n'ai pas vu une grand-mère encombrante. J'ai vu une femme debout, une femme blessée, oui, mais une femme encore capable de se battre et de gagner. Et j'ai murmuré, comme une promesse. Aujourd'hui, je vais reprendre ma vie, et ils ne verront rien venir. Je suis sortie, le froid m'a mordu mais il ne m'a pas arrêté. Direction, l'étude notariale de Maître Brémond. L'homme qui, sans le savoir encore, allait m'aider à écrire le testament qu'il n'oublierait jamais. Le jour où la loi m'a rendu la voie qu'il m'avait prise, le lendemain matin, je suis arrivée devant l'étude notariale de Maître Brémond, avant même que les portes ne s'ouvrent. Le ciel était encore gris, les trottoirs humides, et je sentais mes mains trembler légèrement, un mélange de fatigue, de peur et d'une détermination nouvelle, presque insolente. Lorsque la secrétaire a levé les yeux vers moi, elle a eu un sourire surpris. « Madame Denise, vous êtes en avance ? » ?»« Oui. J'aimerais voir Maître Brémond dès qu'il arrive. » Elle m'a proposé un siège. Je n'ai pas voulu m'asseoir. Je me sentais comme une corde tendue. Si je me relâchais une seconde, je craignais de me briser. À 9 heures précises, la porte du bureau du notaire s'est ouverte. Il m'a vue et a immédiatement compris que quelque chose était grave. « Entrez, Denise. » Sa voix avait ce timbre rare, calme, ferme, profondément humain. Je me suis assise. J'ai sorti la pochette blanche où j'avais rangé tous les documents de ma vie, les actes de propriété, le livret de famille, mes comptes, les courriers officiels, puis j'ai ajouté, presque timidement, la brochure de la résidence senior, la fameuse brochure, celle qui symbolisait l'humiliation du 20 décembre. Maître Brémond l'a regardée longuement, puis m'a posé une question simple. « Qu'est-ce qu'ils t'ont fait, Denise ?» Je n'ai pas su répondre tout de suite. Les mots restaient coincés dans ma gorge. Alors j'ai simplement dit « Ils ont décidé que je n'avais plus ma place chez eux. » Il n'a pas posé d'autres questions. Il a ouvert la pochette, il a lu. Il a pris des notes, il fronçait parfois les sourcils, hochait la tête, murmurait un « bien » ou un « je vois », comme un médecin qui examine une blessure invisible mais profonde. Puis il a reposé son stylo. « Denise, écoute-moi attentivement. » Je me suis redressée. « Tu n'es pas démunie, tu n'es pas seule. Et surtout, tu n'es pas une femme qu'on peut déplacer comme un meuble, pas tant que la loi existe. » Une chaleur étrange m'a envahie. Depuis combien de temps personne ne m'avait parlé ainsi? Avec respect, avec dignité. « Qu'est-ce que je peux faire ?» ai-je demandé. « Beaucoup plus que tu ne crois. » Il a ouvert un classeur rouge, et méthodiquement il m'a expliqué. 1. La maison. Il m'a montré que j'en étais l'unique propriétaire depuis la succession d'Henri. Je n'avais jamais revisité les actes, persuadé que tout avait été géré par Thomas. Mais non, tout était à mon nom. Ils ne peuvent pas décider où tu vis. C'est ta maison, pas la leur. Ces mots-là, j'ai eu envie de les encadrer. 2. Les comptes. Il a ajouté. Tu n'as signé aucune procuration récente. Ils n'ont aucun droit de gérer ton argent. Aucun. Je baissais les yeux, honteuse de m'être sentie si vulnérable. Tu es encore parfaitement capable, et la loi le reconnaît. 3. Les décisions familiales, c'est là qu'il a planté le dernier clou. Et s'ils t'ont humilié ou tenté de te pousser vers une structure contre ton gré, c'est assimilable à de la pression, voire à une tentative d'abus de faiblesse. Abus de faiblesse. Ces mots m'ont giflé et consolé à la fois. Alors, ai-je murmuré, presque tremblante. Alors nous allons agir, répondit-il simplement. Il a sorti une feuille épaisse, crème, avec l'entête de l'étude. Nous allons rédiger ton testament. Mais pas seulement. On va aussi écrire une lettre officielle pour tes proches. Une lettre qui les obligera à regarder en face ce qu'ils ont fait tout en restant dans la loi. Il m'a demandé « À qui veux-tu laisser ton patrimoine ?»
Ma réponse fut immédiate. À Léa et Antoine. Et à Thomas, un silence, long, puis « Pas maintenant, pas comme ça ». Il hocha la tête. C'est ton droit le plus strict. Nous avons travaillé 3 heures. 3 heures durant lesquelles j'ai retrouvé une clarté que je croyais perdue. Et à la fin, il a rédigé cette phrase, que je relis encore aujourd'hui parfois. Je souhaite que mes biens soient transmis directement à mes petits-enfants, car ce sont eux qui m'ont offert la seule forme d'amour inconditionnel que j'ai connue ces dernières années. Cette phrase m'a transpercée non pas de douleur, mais d'une vérité nue. Avant que je ne parte, Maître Brémond m'a remise une grande enveloppe scellée. Tu la donneras quand toi, tu l'auras décidé. Pas avant. Pas sous pression. C'est toi qui tiens la plume, Denise. Pas eux. Je suis sortie de l'étude notariale différente. Transformée. Plus droite, plus lourde de décisions et plus légère de peur. Dans mon sac, l'enveloppe pesait comme un petit coffre-fort. Mais c'est à l'intérieur de moi que le vrai changement avait eu lieu. Je n'étais plus une mère supplicante. J'étais une femme qui reprenait le contrôle. En descendant la rue, j'ai murmuré. Ils m'ont donné une valise, je vais leur donner un testament. Puis j'ai ajouté, d'une voix qui n'était plus tout à fait la même, et ils s'en souviendront toute leur vie. Le 24 décembre, l'instant où je leur ai rendu la valise et offert un testament. Le 24 décembre, je me suis réveillée avec une étrange sensation de calme. Un calme qui n'a rien à voir avec la paix. C'était un calme comme celui qu'on ressent avant une tempête que l'on a décidé de provoquer soi-même. Je n'avais pas dormi beaucoup, mais je savais exactement ce que j'allais faire. J'ai pris une douche longue, tiède, comme pour laver la honte que j'avais portée sur mes épaules la semaine précédente. Je me suis habillée avec soin une robe bleu nuit, un manteau en laine que j'avais réservé pour les grandes occasions, et mon foulard préféré, celui qu'Henri aimait tant. Puis j'ai glissé dans mon sac 3 choses. L'enveloppe notariale scellée, mon carnet vert et la petite boîte de sablé que j'avais préparée pour Léa et qui n'avait jamais été ouverte. En refermant la porte derrière moi, j'ai murmuré. Cette fois, c'est moi qui décide. Il faisait froid, mais pas le froid qui brise un froid sec, presque clair, qui rend chaque pas plus solide. Quand j'ai atteint leur maison, la rue brillait des décorations de Noël. La fenêtre du salon éclairait le trottoir d'une lueur dorée. J'entendais de la musique, le bruissement des papiers cadeaux, des rires d'enfants, la vie continuait. Sans moi, je me suis avancée. J'ai sonné. Cette fois, ce n'est pas Claire qui a ouvert. C'est Antoine, son bonnet rouge de travers. Il a crié « Mamie, tu es venue !» Son étreinte m'a presque fait vaciller, mais derrière lui j'ai vu Claire. Et son visage s'est immédiatement durci. « Denise, qu'est-ce que tu fais ici ? » « Je suis venue rendre quelque chose, » ai-je dit doucement. Elle a pâli ce ton-là, elle ne me l'avait jamais entendu. Elle ne savait pas encore que tout avait changé. « Tu ne peux pas entrer comme ça, » dit-elle, en bloquant la porte de son bras. Thomas est arrivé derrière elle, l'air déjà fatigué. « Maman, on t'avait dit ?» Je l'ai interrompu. « Laissez-moi entrer 2 minutes, pas pour dîner. Pour parler. » Ils ont hésité. La musique s'est arrêtée. On entendait les enfants dans la pièce à côté. Finalement, Thomas a cédé. 2 minutes. Je suis entrée. J'ai posé mon sac sur la petite table basse où, autrefois, je posais mes lunettes pour raconter des histoires aux enfants. Claire croisa les bras, prête à se défendre. « Qu'est-ce que tu veux, Denise ? Faire une scène ? C'est vraiment pas le moment. » Je n'ai pas répondu. J'ai sorti l'enveloppe notariale. Lourde, scellée, implacable. Je l'ai posée entre nous. La pièce entière sembla se figer. « C'est quoi ça ?» demanda Thomas. Je les ai regardés, l'un après l'autre, lentement, calmement. Pour la première fois depuis longtemps, je les voyais tels qu'ils n'étaient pas tels que je les aimais. C'est mon testament. Le mot est tombé comme un coup près. Claire a eu un rictus nerveux. Ton quoi ? Mais, pourquoi ? Je n'ai pas souri. Je n'ai pas tremblé. Parce qu'on ne met pas dehors une femme avec une valise sans déclencher quelque chose en elle. Thomas recula d'un pas. Claire resta immobile, comme pétrifiée. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai fait glisser le document sur la table. Le sceau rouge du notaire brillait comme une blessure. J'ai décidé que mes biens iront à Léa et Antoine. Entièrement. Quoi ? S'étrangla Claire.
Mais ce n'est pas possible. Si, répondis-je. C'est tout à fait possible. Et parfaitement légal. Thomas se passa une main sur le visage. Maman, tu aurais pu nous en parler. On aurait trouvé une solution. Je le regardais droit dans les yeux. Vous avez trouvé une solution sans moi. La résidence senior, pour mon bien, n'est-ce pas? Il rougit. Claire, elle, devint livide. Ce n'était pas. Ce que tu crois, bredouilla-t-elle. Je crois exactement ce que vous avez fait. Je sortis de mon sac la brochure, la liste des suggestions pour personnes âgées et la proposition d'hébergement temporaire. Je les posai à côté du testament. La juxtaposition était violente, vraie, indiscutable. Claire ouvrit la bouche, mais aucun mot n'en sortit. Vous m'avez mise dehors avec une valise, ai-je continué. Alors je vous rends une valise. Pas matérielle, mais symbolique. Je touchai lentement le testament du bout des doigts. Voici le poids de vos choix. Thomas s'effondra sur une chaise. Maman, pardonne-moi. Je n'ai pas su, je n'ai pas compris. Je m'approchai de lui, posai une main douce sur son épaule. Thomas, je ne suis pas ici pour punir. Je suis ici pour dire la vérité. Claire recula d'un pas. Elle, pour la première fois, semblait fragile. Peu. Être même humaine. J'ai repris mon sac. Je voulais que vous sachiez cela aujourd'hui, le 24 décembre. Le même jour où vous avez décidé que je n'avais plus de place. Puis je me suis dirigée vers la porte. Avant de sortir, je me suis retournée. Ce testament, vous ne l'oublierez jamais. Et c'est la seule justice dont je suis encore capable. Je suis sortie, dans le froid, dans la nuit, mais debout, libre. Et derrière moi, pour la première fois, ce n'était pas moi la femme brisée, c'était eux. Quand la vérité tombe, ce n'est pas celui qui parle qui s'effondre, mais ceux qui ont menti. En quittant leur maison ce soir-là, je n'ai pas regardé en arrière. Pas par fierté, pas par mépris, mais parce que je savais que si je me retournais, je verrais encore Thomas avec son visage d'enfant coupable, et cela aurait pu briser quelque chose en moi. Je suis rentrée chez moi à pied, portée par un mélange étrange d'épuisement et de délivrance. Pour la première fois depuis des années, je n'avais rien à me reprocher. Je n'avais pas crié, je n'avais pas supplié, je n'avais pas imploré. J'avais simplement dit la vérité, et la vérité avait fait son travail. Le lendemain matin, mon téléphone s'est mis à vibrer dès 7 heures. Je n'ai pas décroché. Le jour n'était même pas levé. C'était Thomas. Puis à 8 heures, un message. « Maman, on doit parler. S'il te plaît. » À 9 heures, un autre. « Je ne comprends pas pourquoi tu as fait ça. » Puis à 10 heures. Ou plutôt si. J'ai compris. Et j'ai honte. J'ai posé le téléphone sur la table, sans répondre. Je n'étais pas prête. Pas encore. Vers midi, c'est Claire qui a appelé. Elle, je ne m'attendais pas à l'entendre. Mais elle a insisté. 5 appels. Puis un message vocal. Sa voix était méconnaissable, cassée, froide de panique. « Denise, écoute-moi. Tu as mal compris. Tu n'aurais pas dû faire ça. On n'a jamais voulu te blesser. C'était de l'organisation. Tu ne peux pas laisser les choses comme ça. On va être ruinés. Denise, rappelle-moi. C'est urgent. Urgent. » Ce mot, c'était presque comique. Moi, j'avais appelé en larmes, autrefois, et personne n'était urgent. Mais quand l'argent était menacé, là, soudain, je devenais un dossier prioritaire. Je n'ai pas répondu, pas par vengeance, par hygiène émotionnelle. Le soir, alors que j'arrosais mes plantes, ce geste simple qui m'a toujours ramené à moi-même, j'ai entendu quelqu'un m'appeler depuis le trottoir. C'était Thomas. Il n'avait pas pris rendez-vous, il n'avait pas prévenu. Il était là, debout dans le froid, sans manteau, comme un homme qui avait marché trop vite et trop loin. Je suis sortie sur le perron. Il avait les yeux rougis. « Maman, qu'est-ce qu'on a fait ?» J'ai serré les bras autour de moi pour me protéger du vent. « Thomas, je crois que tu le sais. Je ne voulais pas. Je ne pensais pas que... » Il cherchait ses mots comme un enfant cherche ses billes dans la poussière. « Je n'ai jamais voulu te blesser. »« Je le sais, » répondis-je calmement. « Mais tu l'as fait quand même. » Il s'est effondré sur la marche, la tête dans les mains. Je n'avais pas vu mon fils pleurer depuis la mort d'Henri. « Claire, elle dit que tu exagères, que c'est une punition, que tu nous détestes. » Je l'ai regardé longuement,
jusqu'à ce qu'il relève enfin les yeux. Je ne vous déteste pas. Je me protège. Ces mots ont eu l'effet d'un coup de marteau. Son visage s'est transformé. J'y ai vu pour la première fois depuis des années une lueur d'intelligence émotionnelle, une prise de conscience. Il s'est levé. Je vais réfléchir. Et parler avec elle. Fais ce que tu dois, dis-je en ouvrant la porte. Mais ne le fais pas pour moi. Pour toi. Quand je suis rentrée, j'ai réalisé que je n'avais plus mal. J'étais triste, oui. Mais la tristesse n'était plus une blessure. C'était un constat. Les jours suivants ont été tumultueux pour eux, pas pour moi. Claire m'a de nouveau appelée. Cette fois, sa voix sonnait comme une vitre fissurée. Tu ne te rends pas compte de ce que tu fais. Tu détruis notre famille. Tu vas nous laisser sans rien. Je n'ai pas répondu. Elle parlait comme quelqu'un qui perd un royaume qu'elle croyait tenir grâce à des manœuvres silencieuses. On m'a rapporté par une amie de la voisine que Claire avait fait une crise de nerfs en plein supermarché, au rayon yaourts, en hurlant que les vieilles ne devraient pas avoir autant de pouvoir. J'ai souri tristement. C'était exactement ça. Elle ne supportait pas que je me relève. Thomas, lui, m'écrivait chaque soir. Je pense à toi. J'ai relu ton testament chez le notaire. J'ai compris des choses. Je ne te demande pas d'annuler. Je veux juste que tu saches que je t'aime. Ces mots, je les ai accueillis comme un baume, pas comme une excuse, comme une évolution. Je lui répondais sobrement, sans reproche. On parlera quand tout sera calmé. Pour l'instant, je reconstruis quelque chose en moi. C'était vrai. Il fallait d'abord que je me retrouve, que je réapprenne à exister seule, à respirer sans demander la permission d'être. Pendant qu'eux vivaient le chaos, moi je retrouvais un ordre intérieur. Je marchais plus souvent. Je cuisinais pour moi seule. Je redécouvrais de vieux livres. Je retrouvais des photos d'Henri que j'avais oubliées. Et surtout, je savourais le silence. Le silence d'une maison où personne ne me jugeait. Le silence d'une vie qui n'était plus dictée par l'agenda de quelqu'un d'autre. Le silence de la dignité retrouvée. Je ne savais pas encore ce que Thomas ferait. Je ne savais pas si Claire comprendrait un jour. Je ne savais pas ce qu'il adviendrait du testament. Mais une chose était sûre. La famille, telle qu'elle existait avant, s'était brisée ce soir-là. Et cette fois, ce n'était pas sur moi que les morceaux tombaient. Leur éclatement n'était pas ma faute. C'était leur vérité. Et moi, j'étais enfin sortie de la zone de fracture. La femme que j'aurais dû être depuis longtemps. Les jours qui ont suivi la confrontation du 24 décembre ont été étranges. Pas lourds. Pas douloureux. Étranges comme lorsqu'on retire un vêtement trop serré qu'on portait depuis des années sans s'en rendre compte. Dans ma maison redevenue silencieuse, j'entendais pour la première fois le bruit léger du radiateur, le tic-tac de l'horloge d'Henri, et même ma propre respiration, comme si ces sons-là avaient attendu que je revienne à moi pour exister à nouveau. Je n'étais plus en colère, je n'attendais plus d'excuses, je ne guettais plus mon téléphone, je me retrouvais. Un matin, j'ai décidé de partir quelques jours, sans prévenir, sans demander la permission à personne. J'ai pris un petit sac, 2 pulls chauds, mon carnet vert et l'enveloppe notariale que je gardais désormais comme une armure silencieuse. Puis j'ai pris un train pour Annecy, la ville où Henri et moi rêvions de vieillir avant que la maladie ne nous sépare. Le voyage fut court, mais il eut sur moi l'effet d'un baume. Dès que le lac apparut derrière les vitres, j'ai senti mes épaules s'alléger. L'air froid et pur me frappa le visage en descendant du train. J'avais l'impression de respirer pour la première fois depuis des années. J'ai loué une petite chambre dans une pension tenue par une femme d'un certain âge, Madeleine, qui m'accueillit d'un sourire franc. « Vous restez combien de temps ? » ? « Je ne sais pas encore. »« Alors prenez le temps qu'il faut. » Sa phrase m'a touché plus que je ne l'aurais cru. Cela faisait tellement longtemps qu'on ne m'avait pas laissé du temps, du vrai, sans condition. La première nuit, j'ai dormi 12 heures d'affilée. Un sommeil profond, lourd, presque enfantin. Je n'avais pas dormi ainsi depuis la mort d'Henri. Les jours suivants, je suis sortie marcher le long du lac. L'eau reflétait les montagnes enneigées comme un miroir de verre. Les cygnes glissaient silencieusement près des pontons. Je regardais les couples, les familles, les enfants jouaient pas avec amertume, mais avec cette douce distance qu'ont les personnes qui ont trop longtemps donné et qui, enfin, se laissent un peu recevoir du monde. Je m'asseyais sur un banc, j'ouvrais mon carnet vert et j'écrivais. Je suis encore vivante. Je suis encore moi, et je ne suis plus à personne.
Ces mots m'ont apaisé. Certains soirs, Madeleine venait frapper doucement à ma porte avec une tisane chaude. « Ça fait du bien de vous voir respirer, Denise, disait-elle. Je me réapprends, lui répondais-je. Et c'était vrai, comme si chaque jour me rendait une petite pièce de moi que j'avais perdue en route. Un matin, j'ai décidé d'acheter des crayons et un carnet à dessin. Je n'avais pas dessiné depuis mes 20 ans, mais devant les montagnes blanches et le lac immobile, ma main s'est remise à bouger presque toute seule. Les premiers traits étaient hésitants, puis la ligne est devenue fluide, sûre, vibrante. Je me suis surprise à sourire. Un sourire pur, sans témoin. Thomas m'écrivait, mais je ne répondais pas toujours. « Maman, j'aimerais venir te voir. Je suis en train de comprendre beaucoup de choses. Je regrette profondément. » Ces messages n'étaient plus plaintifs ni exigeants. Ils étaient humbles. Et ça, c'était nouveau. Je lui ai répondu un jour, simplement. « Laisse-moi encore un peu de temps. Je reviendrai quand je me sentirai prête. » Il n'a pas insisté. Et cela, plus que tout, m'a montré qu'il changeait vraiment. Un soir, alors que la neige commençait à tomber en silence, j'ai marché jusqu'au bord du lac. L'air sentait le bois humide, la glace et les feuilles d'hiver. J'ai fermé les yeux. Je n'étais plus une femme humiliée devant une porte fermée. Je n'étais plus une mère qu'on manipule. Je n'étais plus une grand-mère qu'on range dans une résidence pour son bien. Je n'étais plus la Denise du 24 décembre. J'étais une femme debout. Une femme qui avait trouvé la force de dire non, une femme qui avait repris sa voix dans le seul endroit où elle avait été perdue, son propre cœur. Je me suis dit, à voix basse, « Henri, je crois que tu serais fier de moi. » Et dans le souffle du vent, j'ai cru entendre une réponse où peut être n'était-ce que mon propre courage. Le lendemain matin, je me suis regardée dans le miroir de ma petite chambre d'hôtel. Mon visage portait toujours les marques de l'âge, mais il brillait d'une lumière que je ne m'étais pas vue depuis longtemps. J'ai rangé mes affaires. Avec une lenteur volontaire, presque solennelle, je n'avais pas terminé ma guérison, mais j'avais commencé ma vie. Et alors que je descendais l'escalier en bois de la pension, Madeleine m'a lancé. « Revenez quand vous voudrez. Il y a des endroits qui nous attendent toute la vie. » Je lui ai souri. Et parfois, il y a des vies qui nous attendent dans les endroits qu'on n'imaginait plus. Je n'ai pas dit que j'allais rentrer à Lyon. Je n'ai pas dit que j'allais parler à Thomas. Je n'ai pas dit que mon cœur s'ouvrait à nouveau. Mais tout cela était vrai, car je savais, désormais, que quel que soit l'avenir, je ne serai plus jamais celle qu'on met dehors avec une valise. Jamais. Ce que la vie m'a repris et ce qu'elle m'a rendu. Je suis revenue à Lyon quelques jours après mon séjour à Annecy. Pas pour retrouver la même vie. Pas pour arranger ce qui ne l'était plus. Mais pour rentrer chez moi, réellement chez moi, avec un cœur apaisé et une lucidité que je n'avais jamais eue auparavant. En poussant la porte de ma maison, j'ai senti une odeur de bois, de souvenirs, de lumière d'hiver. Pour la première fois depuis très longtemps, je ne me suis pas sentie seule. Je me suis sentie présente. J'existais. Et c'était suffisant. J'ai rangé ma valise, posé mon carnet vert sur la table, puis je me suis assise près de la fenêtre où je regardais autrefois les enfants jouer dans le jardin. Le silence s'est installé autour de moi, un silence doux, enveloppant, celui que l'on apprivoise lorsqu'on cesse de demander à la vie plus qu'elle ne peut donner. Ce jour-là, j'ai compris quelque chose de fondamental. La paix ne vient pas du pardon que l'on reçoit, mais de celui que l'on se donne à soi-même. Je ne savais pas encore si Thomas viendrait me voir, si Claire accepterait, un jour, de regarder ses propres actes, si la famille retrouverait une forme d'équilibre. Mais je savais une chose, je n'attendais plus. 3 jours après mon retour, une lettre a glissé sous ma porte. Je l'ai reconnue immédiatement. L'écriture tremblait, mais appliquée de mon fils. Je l'ai ouverte lentement. « Maman, je t'ai blessée d'une manière que je ne me pardonnerai jamais. J'ai laissé quelqu'un d'autre penser à ma place. J'ai laissé la facilité prendre la place de l'amour. Je ne te demande rien aujourd'hui. Je veux juste que tu saches que je te vois enfin. Si un jour tu veux qu'on se parle, je serai là. Ton fils, Thomas. » Je suis restée longtemps immobile, la lettre dans les mains. Elle n'effaçait rien. Elle ne réparait pas tout. Mais elle disait la vérité. Et parfois, la vérité est un premier pas plus puissant que toutes les excuses du monde. Je n'ai pas répondu tout de suite. Je voulais que les choses se déposent doucement, sans précipitation, sans repentir théâtral, sans larmes forcées.
J'ai posé la lettre dans mon carnet vert, comme on range une graine dans un endroit sûr, en attendant la bonne saison. Les semaines ont passé. Le froid a commencé à laisser place aux premières lueurs de février. Mes pas dans la maison ont retrouvé un rythme. Je me suis remise à cuisiner pour moi seule, non plus par automatisme, mais par plaisir. J'ai redécouvert la saveur des matins tranquilles. Un dimanche, alors que je faisais du tri dans une boîte de souvenirs, je suis tombée sur une photo d'Henri tenant Thomas dans ses bras. Son regard à lui était plein de fierté, celui de Thomas plein de confiance. J'ai senti quelque chose se dénouer dans ma poitrine. Je me suis dit que les fils du passé ne se renient pas. On peut les tendre, les relâcher, les réécrire, mais ils continuent de relier les êtres d'une manière mystérieuse même lorsqu'on croit tout rompu. Peut être qu'un jour, Thomas et moi marcherons à nouveau côte à côte, sans reproche, sans dette. Peut être que les enfants viendront me rendre visite. Peut être que la vie nous offrira une seconde chance. Ou peut être pas. Et c'est là, enfin, que j'ai compris que ce peut être n'était plus une douleur. C'était une liberté. Je me suis souvent demandé, ces dernières semaines, ce que j'aurais fait si je n'avais jamais poussé la porte de l'étude notariale. Si j'avais accepté ce 24 décembre comme un simple malentendu, si j'avais continué à m'effacer pour mériter un amour qui exigeait ma disparition, je sais ce que je serais devenue, une femme qui survit, pas une femme qui vit, car parfois on n'a pas besoin de vengeance, on a besoin de se choisir. Et ce jour-là, à Lyon, au milieu de l'hiver, je me suis enfin choisie. Je ne suis pas une héroïne, je ne suis pas une guerrière. Je suis une femme de mon âge qui a trop longtemps cru que la douceur devait s'accompagner de silence, que la loyauté devait remplacer l'amour-propre, que la famille devait excuser tout, même l'inexcusable. Mais j'ai appris tard. Oui, mais mieux vaut tard que jamais que la dignité ne se mendie pas. Elle se reprend, calmement, méthodiquement, sans bruit. Aujourd'hui, je regarde la vie avec une tendresse nouvelle. Je marche plus lentement, mais plus droit. Je respire sans craindre qu'on me juge. Je serre mes souvenirs comme on serre un châle chaud autour de ses épaules. Et lorsque je repense à cette valise posée sur le trottoir, au cœur brisé que j'étais ce soir-là, je me dis que c'est cette blessure-là qui m'a rendue à moi-même. Je ne sais pas de quoi demain sera fait. Peut être que Thomas frappera à ma porte. Peut être que je lui ouvrirai. Peut être que je resterai prudente. Peut être que le temps fera ce que les mots ne savent pas faire. Mais je sais que je ne serai plus jamais cette femme qu'on renvoie dehors, ni celle qu'on culpabilise, ni celle qu'on manipule. Je suis la femme qui s'est relevée, la femme qui a repris son nom, sa maison, sa voix, la femme qui a compris que parfois, la seule manière de réparer son cœur, c'est de le protéger du bruit des autres. Et maintenant, après tout ce chemin parcouru, après tant de douleurs traversées, je peux enfin le dire sans trembler, sans colère, sans larmes. Le silence peut aussi être une forme de justice.